Alexandre Delcourt n'a jamais aimé la mer. À Paris, il vivait au 31e étage d'une tour de verre, au-dessus des toits gris, là où les bruits de la ville se transforment en simples rumeurs. Son horizon, c'étaient les lignes de chiffres sur des écrans, les croissants de croissance sur des graphiques, les lumières de la défense qui ne s'éteignent jamais. Aujourd'hui, son horizon, c'est une bande grise qui sépare le ciel d'un océan d'un vert sombre. Il est en exil. Le mot n'a jamais été prononcé officiellement, bien sûr. On parle de retrait temporaire, de mise à distance pour apaiser la situation, de temps pour se ressourcer. Mais pour Alexandre, 42 ans, fondateur et PDG d'un groupe de tech logistique qui a grandi trop vite, c'est clairement un exil. Tout a basculé 6 mois plus tôt. Un article, d'abord, dans un grand journal économique. Une enquête sur des pratiques de sous-traitance douteuses dans des entrepôts situés à l'étranger, des salariés payés au rabais, des heures supplémentaires non déclarées. Puis, une deuxième salve d'articles sur son salaire à lui, ses stock options, les bonus, les soirées avec investisseurs. Les réseaux sociaux ont fait le reste. Il n'a pas tout vu, mais on lui a rapporté les hashtags « Delcourt démission », « Les riches ne connaissent pas la honte ». On a recadré des photos de lui en costume, un verre à la main, à côté de phrases sur des employés qui dorment dans leur camion. La vérité, comme souvent, était plus compliquée. Il n'avait pas signé lui-même les contrats litigieux. Il avait délégué, il avait fermé les yeux sur certains signaux d'alerte, trop occupé à répondre à la croissance folle de son entreprise. Il n'était ni innocent, ni le monstre qu'on décrivait. Mais dans le tumulte médiatique, il est vite devenu le visage idéal à clouer au pilori. Le conseil d'administration a tenu bon quelques semaines. Puis un matin, dans une salle aux vitres teintées, l'un des membres les plus influents lui a posé une main presque compatissante sur l'avant-bras. « Alexandre, pour sauver la maison, il va falloir que tu sortes par la porte principale. » Il a démissionné. Il a quitté son appartement parisien trop grand, vidé son bureau en pleine nuit pour éviter les photographes, et est parti là où plus personne ne penserait à le chercher. Dans une petite ville de la côte bretonne, Plevnec, chez une tante qui lui loue une petite maison au bout d'une ruelle en pente qui sent l'algue et le pain chaud. Et avec lui, il y a Jules. Jules a 7 ans, des yeux clairs, des cheveux toujours un peu en bataille, et une façon de se mordre la lèvre inférieure quand il est inquiet, qui lui rappelle douloureusement lui-même à son âge. « C'est ici, alors ?» demande le garçon en descendant de la voiture pour la première fois, un sac à dos trop grand pour lui sur les épaules. Alexandre regarde les maisons de granit, les volets colorés, le ciel bas. « Oui, c'est ici. » On reste combien de temps? Il hésite. Combien de temps dure un exil? On reste le temps qu'il faudra, dit-il finalement. La mère de Jules, Émilie, n'a pas contesté lorsqu'il a proposé de l'emmener avec lui. Elle avait un poste à Montréal, un nouveau compagnon, une nouvelle vie. Il a besoin de stabilité, Alex. Si tu veux l'emmener avec toi en Bretagne, vas-y. On fera au mieux pour les vacances, avait-elle dit, la voix un peu fuyante. Stabilité. Alexandre se demande encore ce que ce mot peut bien vouloir dire quand on vient de voir sa vie exploser en une série de notifications. Les premiers jours, il tourne en rond. Il installe son ordinateur sur une petite table près de la fenêtre, répond à quelques mails. Le conseil veut encore son avis comme consultant. Une manière polie de continuer à utiliser son cerveau sans son nom, mais le cœur n'y est pas. La ville, pourtant, est douce. Le matin, on entend les mouettes et les pas sur les pavés. Le port n'est pas loin. Un mélange de pêcheurs, de voiliers de plaisance, de touristes qui, même hors saison, viennent manger des galettes au beurre de micelle. Alexandre accompagne Jules à l'école primaire du centre. La directrice l'accueille avec un sourire un peu curieux. « Vous venez de Paris ?»« Oui. »
Vous allez rester longtemps? Toujours la même question. Il finit par répondre. On verra. Jules, lui, s'accroche à son sac. Il n'a pas demandé grand-chose ces derniers mois. Il a juste cherché le regard de son père, souvent absent, souvent pris entre deux coups de fil. Alexandre a compris trop tard que, pendant qu'il bâtissait une licorne de la tech, il laissait son propre fils devenir un enfant qu'on lui remet le week-end avec un petit sac et un sourire de façade. Alors il se jure, ce matin-là, en regardant Jules disparaître dans la cour de l'école, qu'il ne reproduira pas les mêmes erreurs ici. Il a du temps, maintenant. Il peut venir le chercher à 16h30, préparer des pâtes, l'accompagner au foot, l'aider à faire ses devoirs. En théorie. En pratique, il ne sait pas très bien comment on fait. Il se sent comme un étranger sur tous les plans. Étranger à cette ville, étranger à la vie, normale. Étranger aux autres parents qu'il croise au portail et qui se connaissent tous, se tutoient, parlent de la fête de l'école ou de la prochaine kermesse. On le regarde un peu, lui, le nouveau, avec son manteau bien coupé et ses chaussures parisiennes pas adaptées au trottoir mouillé. On le classe vite dans la catégorie cadre en télétravail, venu respirer l'air de la mer. Une curiosité sans conséquence. Personne ici ne semble savoir qu'il était, il y a quelques mois, à la une des journaux. C'est très bien comme ça. Il se dit qu'il va passer quelques mois à se faire oublier, à vivre petitement, puis à réfléchir à la suite. Il n'imagine pas une seconde qu'une mère Courage, dans cette ville battue par le vent, va venir perturber ce plan de survie millimétré. La première fois qu'il la voit, il est en retard. Il devait terminer un appel avec un ancien collègue, une conversation pleine de sous-entendus sur un possible retour, un jour, quand les choses se seront calmées et le temps a filé. Quand il regarde enfin sa montre, il est 6h40. Merde, Jules. Il attrape sa veste, descend la ruelle presque en courant. Le vent souffle fort, repoussant ses excuses à travers la place. En arrivant devant l'école, la cour est presque vide. Les parents sont déjà repartis. Quelques enfants jouent encore près du portail. Et sur le banc à côté, un petit groupe. Une femme au manteau usé mais propre, un foulard coloré autour du cou, et 3 enfants. Jules est là, assis au milieu, les mains enfouies dans les poches, l'air de vouloir disparaître. Alexandre sent la honte lui brûler les joues. La femme lève la tête vers lui. Elle a des yeux sombres, profonds, qui observent sans juger tout de suite. « Vous êtes le papa de Jules ?»« Oui, pardon. J'ai été retenue. Merci d'être resté avec lui. » Elle sourit légèrement. « C'est normal. Je ne laisse jamais un enfant tout seul devant l'école. Ça va, mon grand ?» Jules hausse les épaules. « Oui. » Les 2 autres enfants se lèvent. Une fillette d'environ 10 ans, avec de longs cheveux bouclés, et un petit garçon de 4 ou 5 ans, qui tient une voiture en plastique à la main. « On y va. Inès, Youssef, » dit la femme. Elle se tourne vers Alexandre. « C'est la première année de Jules ici, non ?»« Oui. On vient d'arriver. »« Nadia, » se présente-t-elle. « Nadia Benali. Mes enfants sont dans la même école. Inès est en CM2. Youssef en petite section. » Les enfants lui font un petit signe. « Enchanté. » Alexandre. Il se rend compte une seconde trop tard qu'il tend la main comme dans une réunion de travail. Nadia hésite, puis la serre, amusée. « On se recroisera sûrement au portail. Ici, tout le monde finit toujours par se croiser. Bonne soirée, Jules. » Elle s'éloigne, Youssef accroché à sa main, Inès marchant à côté d'elle. Alexandre regarde leurs silhouettes s'éloigner, en équilibre étrange entre une certaine fatigue dans les épaules de Nadia et une énergie incroyable dans sa démarche. « Tu la connais ?» demande-t-il à Jules sur le chemin du retour. C'est la maman d'Inès et de Youssef. Inès est dans la classe de Zoé. « Zoé ? C'est une fille qui parle beaucoup, papa. Tu peux pas la rater. »
répond Jules avec un sérieux qui fait sourire Alexandre malgré lui. Le lendemain matin, il repère Nadia près du portail, un sac de sport sur une épaule, un autre sac, plus lourd, dans l'autre main. Elle parle avec une autre maman, rit d'un rire franc qu'on entend au-dessus du brouhaha. Alexandre hésite à s'approcher. Faire la conversation n'a jamais été son problème, en temps normal. Il a l'habitude des dîners, des intervenants, des panels. Mais ici, il se sent maladroit. C'est Nadia qui l'aborde la première. « Pas de retard aujourd'hui », constate-t-elle, un sourire dans la voix. « On essaie de s'améliorer. »« Vous travaillez d'ici ?»« En partie. Je fais du conseil à distance pour mon ancienne boîte. » Il n'a pas envie d'entrer dans les détails. « Ah, vous êtes dans les ordinateurs », résume Nadia, ce qui a le mérite de simplifier radicalement des années de CV. On peut dire ça. Et vous? Elle ajuste son foulard. Aide-soignante à l'EHPAD de la ville, le matin. Femme de ménage chez des particuliers, parfois le soir. Et bénévole à l'association du quartier quand il me reste un peu de temps. Elle dit cela sans se plaindre, comme on énumère les éléments d'une recette. Ça fait beaucoup, remarque Alexandre. Ça fait ce qu'il faut pour payer le loyer et les baskets qui trouent, répond-elle avec un clin d'œil vers Inès, qui lève les yeux au ciel. Un coup de vent soulève une mèche de cheveux de Nadia. Bon, j'y vais, reprend-elle. Bonne journée, Alexandre. Il la regarde s'éloigner, une fois de plus. Il se surprend à penser qu'elle a quelque chose que la plupart des personnes qu'il fréquentait à Paris n'avaient pas. Une solidité, une présence à elle-même. Il la revoit quelques jours plus tard, au supermarché. La pluie bat contre les vitres automatiques. Jules est près de lui, poussant le caddie avec application. Dans les rayons, on reconnaît l'ancienne vie d'Alexandre. Les pâtes complètes bio, les yaourts de marque, les légumes en barquette prêts à cuire. Au moment de payer, une alerte s'affiche sur son téléphone. Il jette un coup d'œil machinal. C'est un article. L'ex-PDG en exil. Que devient Alexandre Delcourt? La capture d'écran d'une photo qu'il déteste, prise lors d'une conférence, avec un sourire trop blanc, accompagne le titre. Il sent une vague de nausée. La caisse bip, la caissière, lui demande quelque chose. Il ne l'entend pas. Le bruit, les néons, la vue de son propre visage sur cet écran. Ses doigts se crispent sur le caddie. « Monsieur, votre carte ?» répète la caissière. « Pardon, oui. » Il cherche son portefeuille dans sa poche, mais ses mains tremblent légèrement. Le monde autour de lui se brouille. C'est là qu'une voix qu'il commence à reconnaître se fait entendre à côté de lui. « Je vous la tiens, le temps que vous payez. » Nadia. Elle prend délicatement le caddie des mains de Jules, qui la regarde avec curiosité. « Ça va ?» chuchote-t-elle à Alexandre. Il hoche la tête, mensonge évident. « Oui, oui, juste, une journée longue. » Elle n'insiste pas. Elle sait reconnaître un malaise quand elle en voit un. À l'EHPAD, elle en gère tous les jours. Mais elle sent aussi que ce n'est pas le moment de poser des questions. Elle distrait Jules en lui demandant ce qu'il aime comme goûter. Fait rire Youssef en lui montrant la sucette qu'elle a achetée pour lui, laisse à Alexandre le temps de respirer. Une fois dehors, la pluie les accueille brutalement. « Vous rentrez à pied ?» demande-t-elle. « Oui, c'est à 5 minutes. On fait un bout de chemin ensemble ?» Ils marchent côte à côte, les sacs pesant sur leurs bras. « Merci, dit-il finalement. »« Pourquoi ? » ?»« D'avoir pris le relais, tout à l'heure. » Elle le regarde de côté. « De rien. Ça arrive à tout le monde, les coups de fatigue. » Il sourit sans humour. À certains, un peu plus qu'à d'autres, ces derniers temps. Cette phrase, lâchée malgré lui, flotte un instant entre eux. Mais Nadia ne la rattrape pas. « Bon, ici, c'est notre immeuble, » dit-elle en montrant un bâtiment de briques. « À demain, Jules. »« À demain, » répond l'enfant.
Alexandre reste planté quelques secondes sur place après leur départ. Il a l'impression d'avoir été vu, pas comme l'ex-PDG déchu des journaux, pas comme le consultant parfait des visios, mais juste comme un homme qui tremble un peu à la caisse du supermarché. Et ça le bouleverse plus qu'il ne voudrait l'admettre. L'hiver s'enfonce sur Plevenec, apportant avec lui un froid humide qui s'infiltre partout. Les jours se suivent, rythmés par l'école, les allers-retours au port, quelques mails professionnels. Alexandre et Nadia se croisent de plus en plus souvent. Le matin, devant l'école. « Vous avez l'air fatigué », note-t-il un jour. « 3 nuits qu'un monsieur à l'EHPAD croit que je suis sa femme et qu'il me demande de lui chanter les chansons de son enfance, » répond-elle en riant. « Et vous le faites ? » ?»« Bien sûr. » Ça lui évite de hurler. « Vous avez du courage. » Elle hausse les épaules. « C'est mon travail. » Et puis, il y a des gens qui ont fait des choses bien plus courageuses. Elle ne détaille pas. L'après-midi, parfois, il la voit sortir de chez des particuliers, un sac de produits ménagers à la main. Un samedi, Jules revient de l'école avec un mot. Rencontre parents-association. Projet d'aide aux devoirs pour les enfants du quartier. « Tu veux qu'on y aille ?» demande Alexandre. Jules hausse les épaules. Nadia, elle a dit que ce serait bien qu'il y ait des papas aussi. Il ne sait pas exactement pourquoi cette phrase le touche. Il y va. L'association se trouve dans un local au rez-de-chaussée d'un immeuble, avec des murs couverts de dessins d'enfants et des tables dépareillées. Nadia est là, bien sûr, en train de servir du thé à des parents. « Ah, vous êtes venus !» s'exclame-t-elle. « Parfait !» Elle rassemble tout le monde, explique le projet. Beaucoup d'enfants ont du mal à faire leurs devoirs à la maison. Les parents travaillent tard. Certains ne se sentent pas à l'aise pour les aider, surtout en maths. On veut mettre en place 2 soirs par semaine une aide aux devoirs ici, avec des bénévoles. Elle regarde Alexandre. On a besoin de gens à l'aise avec les fractions et les divisions, lance-t-elle, la voix légèrement taquine. Plusieurs têtes se tournent vers lui. « Je peux. » « Donnez un coup de main, dit-il, pris au piège. Les yeux de Jules brillent. « Mon papa, il est très fort en chiffres, dit-il avec fierté. Nadia note quelque chose sur son carnet. « Parfait. Mardi et jeudi alors. » Il n'a pas vraiment le choix. Mais au fond, il sent naître une autre raison d'accepter. Chaque occasion de passer du temps avec Jules, en dehors des écrans, est bonne à prendre. Les premières séances d'aide aux devoirs sont chaotiques. Les enfants parlent tous en même temps. Les cahiers se mélangent. La petite Youssef s'endort sur une table. Alexandre se retrouve entouré de 3 élèves de Simone qui confondent tout entre multiplication et addition. « D'accord, on va reprendre depuis le début, » dit-il, avec la patience qu'il se découvre. Nadia, elle, passe d'une table à l'autre, encourage, rassure, explique une consigne, traduit parfois pour une maman qui ne maîtrise pas bien le français. Elle connaît les histoires de chacun. Le père de Samir travaille la nuit, c'est pour ça qu'il est un peu fatigué le matin. La mère de Zoé apprend à lire en même temps qu'elle, on ne se moque pas. Pour Lila, on évite les remarques sur les hôpitaux, d'accord? Son grand-père est malade. Alexandre l'observe. Elle ne s'oublie pas, mais elle est présente aux autres d'une façon qu'il a rarement vue. Dans son ancien monde, on parlait de leadership, de management bienveillant. Nadia, elle, ne met pas de mots dessus. Elle fait. Un soir, après une séance particulièrement agitée, ils se retrouvent à 2 pour ranger la salle. Les autres bénévoles sont déjà partis. « Comment tu fais pour tenir ?» demande Alexandre, en ramassant des crayons. « Tenir quoi ? Ce rythme. Tes horaires à l'EHPAD, les ménages, l'association, tes enfants. » Elle met les cahiers dans un carton. « Je pense à ce qui m'arrive quand je ne tiens pas. » Elle se redresse, s'appuie contre la table. « Mon ex-mari est parti il y a 5 ans, dit-elle calmement. Un soir,
Il a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait l'impression de se noyer. Il est sorti. Il n'est jamais revenu. Il est mort? Non. Il vit quelque part dans le sud de la France avec quelqu'un d'autre. Il a changé de numéro et de vie. La dernière fois qu'il a appelé Youssef, c'était pour son anniversaire de 2 ans. Depuis, plus rien. Elle ne pleure pas. Elle constate. Sur le coup, j'ai cru que j'allais m'effondrer. 2 enfants, un salaire d'aide-soignante, un loyer, des dettes. Puis, j'ai compris que si je tombais, eux tombaient avec moi. Alors j'ai tenu. Un petit boulot, puis un autre, des nuits trop courtes, l'angoisse, et un jour, j'ai levé la tête et je me suis rendu compte qu'on était encore là, vivant. Pas tranquille, pas riche, mais vivant. Elle hausse les épaules. Je ne suis pas courageuse. Je n'ai juste pas eu le choix. Alexandre la regarde en silence. Ça, dit-il doucement, c'est du courage, Nadia. Elle détourne le regard, un peu gênée. Et toi, tu fais quoi à part nous expliquer les divisions à l'envers? Il sourit. Longue histoire. On a du temps, répond-elle. Il hoche la tête, puis décide de ne pas tout raconter. Pas encore. J'ai monté une entreprise à Paris, dit-il simplement. Elle a grossi, beaucoup. Et un jour, ça a explosé. Explosé? Disons qu'on a découvert que certaines choses n'étaient pas aussi propres qu'elles auraient dû l'être. Elle plisse les yeux. Du genre, sous-traitance mal encadrée, conditions de travail discutables dans certains entrepôts, j'ai laissé faire, ou je n'ai pas regardé assez de près. Et quand ça s'est su, c'est moi qu'on a montré du doigt. Elle croise les bras. Tu étais PDG, alors? Oui. Le mot tombe. Lourd. Pendant un instant, il a peur de ce qu'elle va dire. Il connaît la colère légitime de ceux qui subissent les décisions d'en haut. Il a déjà lu des commentaires sur les réseaux, entendu des insultes, vu son visage sur des pancartes. Nadia le fixe, silencieuse. « Tu as fermé des usines ?» demande-t-elle. « Non, on n'avait pas d'usine en France. Mais on a mis la pression à des sous-traitants. On a fermé les yeux quand ils pressaient leurs employés. Et tu regrettes ?» Il n'hésite pas. « Oui. » Elle continue de le regarder, comme pour mesurer le poids de ce mot. « Bon, dit-elle finalement, tu sais faire des divisions, et tu regrettes. C'est un début. » Elle prend sa veste. « Je n'aime pas beaucoup les PDG, en général. Mais je peux faire une exception si tu continues à être à l'heure pour les devoirs et à te souvenir que les gens derrière les chiffres ne sont pas des colonnes Excel. » Un sourire pointe au coin des lèvres d'Alexandre. « Je vais essayer. » À partir de ce soir-là, quelque chose change. Alexandre n'est plus seulement le nouveau papa de l'école. Il devient Alex, le type qui explique la géométrie, qui vient installer des étagères dans le local, qui sait négocier un prix avec le propriétaire du coin pour l'impression des flyers. Les enfants prennent l'habitude de le voir. Jules se redresse un peu, fier. Nadia, elle, ne le ménage pas. Tu pourrais utiliser tes super pouvoirs de PDG pour nous trouver des ordinateurs d'occasion, non? Lance-t-elle un jour. Je peux essayer, répond-il. Il appelle 2 anciens partenaires. En une semaine, 3 PC portables arrivent dans le local, assez en bon état pour permettre aux collégiens de faire leurs exposés. Nadia le regarde avec une expression mêlée de gratitude et de méfiance. « Tu sais, je n'ai pas l'habitude qu'on m'aide sans rien demander en retour. »« Je n'ai rien à te demander, » répond Alexandre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans un coin de lui-même, il espère qu'en donnant, en réparant un peu, il pourra atténuer la culpabilité qui le ronge. Mais il sait aussi que ce n'est pas comme ça que ça marche, vraiment. Les semaines passent. Le printemps arrive, timidement. Les enfants insistent pour aller à la plage dès les premiers rayons de soleil. Un dimanche, Nadia hésite. « Je commence à 7 heures demain. Je devrais me reposer. »« On ira ensemble, » propose Alexandre. Ils se retrouvent tous au bord de l'eau.
Jules et Youssef construisent des châteaux de sable, Inès lit un livre, Nadia et Alexandre s'asseyent sur une couverture. « Tu te rends compte, dit-elle en fixant l'horizon, que tu es le seul père à accepter de passer son dimanche avec 3 enfants et une mère un peu épuisée? C'est peu être moi qui ai besoin de vous, répond-il. Elle tourne la tête vers lui, intriguée. Tu avais des amis à Paris, des collègues, des partenaires, des gens avec qui je dînais, avec qui je faisais du business. Des amis, moins. Et ta famille? Mes parents sont dans le sud, ma sœur vit à Londres. On s'appelle, mais... Il laisse sa phrase en suspens. Nadia hoche la tête. Moi, j'ai ma famille ici et au Maroc. Mais au quotidien, c'est souvent moi contre le reste. Elle sourit. C'est pour ça que l'association, c'est important. On est un peu une famille recomposée bizarre. Le vent soulève quelques grains de sable. Alexandre se surprend à lui parler de choses qu'il n'a jamais dites à personne. Sa peur de ne pas être un bon père, son sentiment d'être transparent depuis qu'il ne dirige plus personne, sa difficulté à s'habituer à ce rythme plus lent. Nadia, elle, lui raconte les nuits où elle a pleuré en silence pour que les enfants ne l'entendent pas, les humiliations parfois subtiles chez certains employeurs qui lui donnent des consignes comme si elle était invisible, le regard de certains médecins sur elle à l'hôpital. Entre 2 anecdotes, les rires des enfants viennent se glisser, comme des bulles de lumière dans la conversation. Petit à petit, sans qu'ils s'en rendent compte, ils deviennent importants l'un pour l'autre. Pas encore comme un couple, pas encore avec ces mots-là, mais comme 2 adultes cabossés qui se soutiennent, qui se racontent, qui partagent des cafés trop serrés et des fins de journée trop longues. Jules commence à parler d'Inès comme de sa presque grande sœur. Youssef s'accroche à la jambe d'Alexandre quand il le voit, comme s'il l'avait toujours connu. Il y a des soirs où Nadia, en rentrant chez elle, se surprend à sourire sans raison apparente, et des nuits où Alexandre, allongé dans son lit de location, se rend compte qu'il pense à elle, à son rire, à sa façon de remettre en place une mèche derrière son oreille, avant de s'endormir plus calmement qu'il ne l'a fait depuis des mois. Les tempêtes, en Bretagne, ne préviennent pas toujours. Un matin de mai, le ciel se couvre d'un gris brutal, le vent se lève en quelques minutes, la pluie arrive en oblique. Pour Alexandre et Nadia, la tempête qui s'annonce n'a rien de météorologique. Tout commence par un mail. Un journaliste d'un grand quotidien, encore. « Monsieur Delcourt, nous avons appris que vous résidez désormais à Plévenec. Nous préparons un nouvel article sur votre reconversion. Nous serions ravis de vous rencontrer sur place. » Alexandre ferme l'ordinateur, le cœur battant. Il ne veut plus de ça. Plus de photos, plus d'interviews, plus d'articles qui le réduisent à un symbole de ce qu'il ne sait même plus s'il incarne. Mais les journalistes, il le sait, n'ont pas besoin de son accord pour écrire. Quelques jours plus tard, alors qu'il attend Jules devant l'école, un murmure traverse le groupe de parents. « Tu as vu l'article? C'est lui? Je croyais qu'il était parti en Suisse. » Alexandre sent les regards se poser sur lui. Il sort son téléphone, serre les dents en voyant le titre. À Plévenec, l'ex-PDG déchu se fait discret parmi les pêcheurs, avec bien sûr un paragraphe sur l'association. Il participe même à une petite structure locale d'aide aux devoirs, un engagement qui sonne presque comme une tentative de rachat. Son nom, celui de l'association, de Nadia, sont mentionnés. Il a l'impression de recevoir un coup de poing. Nadia arrive à ce moment-là, son téléphone à la main. Elle a déjà lu l'article. « Tu aurais pu me prévenir », dit-elle sans préambule. Sa voix est calme, mais il y a une tension en dessous qui ne lui ressemble pas. « Je n'ai pas demandé cet article. Ils ont écrit sans moi. Peut-être. Mais ils viennent chez nous. Ils citent l'association. Ils parlent de moi comme de la mère célibataire qui l'aide à se racheter. » Elle montre l'écran, où cette phrase est encadrée en rouge. «
Tu imagines comment ça sonne pour les gens du quartier? Alexandre sent la honte remonter. Je suis désolé. Tu es désolé, répète-t-elle. C'est bien. Moi, je vais devoir expliquer aux autres bénévoles qu'on n'est pas le décor de ta rédemption. Ce n'est pas ce que je veux, Nadia. Alors qu'est-ce que tu veux? Les mots sortent plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Plusieurs parents se tournent vers eux. Tu veux être le bon PDG repenti. Celui qui aide les pauvres enfants à faire leurs devoirs pour se sentir mieux. Tu veux quoi, exactement? Je veux aider. Et je veux être là, avec vous, avec Jules, avec les enfants. Mais tu restes un homme qui a le pouvoir de tout changer d'un coup de fil, continue-t-elle, les yeux brillants. Tu l'as prouvé quand tu as fait livrer les ordinateurs. Tu peux, en 15 minutes, faire ce que moi je mets des années à obtenir. Tu comprends à quel point c'est déséquilibré? Il la regarde, désemparé. Je ne sais pas comment être quelqu'un d'autre que ce que j'ai été. Moi, je n'ai pas le luxe de choisir qui je suis, répond-elle. Je suis la femme qui se lève à 5 heures pour aller nettoyer le vomi d'une vieille dame, puis qui fait des ménages dans des maisons où les gens ne me regardent pas dans les yeux. Je suis la mère qui compte les pièces rouges pour savoir si on pourra acheter un gâteau d'anniversaire ou pas. Et maintenant, je suis aussi la mère courage du PDG en exil dans ton article. Le surnom la dégoûte un peu. Nadia, tu aurais dû me dire qui tu étais vraiment. Depuis le début. Lâcheté, elle. Je l'ai fait. Je t'ai dit que j'étais PDG. Tu m'as dit ça comme on dit qu'on a été capitaine d'une équipe de foot. Tu n'as pas expliqué ce que ça impliquait, ce que tu représentais pour toutes les Nadias de ce pays qui ont perdu leur emploi à cause de décisions prises dans des tours de verre. Elle respire fort. Les enfants commencent à sortir de la cour. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Après ça, elle s'éloigne, ramasse Youssef et Inès, refuse le regard de Jules qui, instinctivement, se rapproche d'Alexandre. Le reste de la journée se déroule dans une tension sourde. Au local de l'association, certains bénévoles le saluent plus froidement. Alors, monsieur le héros des journaux, plaisante l'un d'eux, un peu piquant, Alexandre fait semblant de ne pas entendre. Le soir, chez lui, il tourne en rond. Jules regarde un dessin animé dans le salon, mais même lui sent que quelque chose ne va pas. Papa, Nadia, elle est fâchée? Alexandre s'assoit à côté de lui. Un peu, oui. À cause de toi? La question est simple, sans jugement. Oui, à cause de moi. Tu vas t'excuser? Oui. Mais parfois, même quand on s'excuse, ça ne suffit pas tout de suite. Le regard de Jules se voile. C'est comme quand maman est partie à Montréal, Alexandre a un pincement au cœur. Un peu. Les adultes ont fait des bêtises qui font mal longtemps. La tempête, pourtant, n'a pas encore donné tout ce qu'elle a. Quelques jours plus tard, Alexandre reçoit une lettre recommandée. L'enveloppe a le goût amer des mauvaises nouvelles. Il l'ouvre, les mains un peu moites. C'est un courrier de l'avocat d'Émilie. Ma cliente souhaite rouvrir la discussion concernant la garde de Jules à la lumière des récents événements médiatiques. Il nous semble important d'envisager un environnement plus stable pour l'enfant. Un environnement plus stable. Il relit la phrase plusieurs fois. Lui, à Plevnek, avec ses départs précipités devant l'école, ses tentatives d'aide aux devoirs, ses marches sur la plage avec Nadia et les enfants, serait donc instable. Son ex-femme, à Montréal, avec son appartement et son nouveau compagnon, serait la stabilité. La peur lui tombe dessus comme une pierre. Il appelle Émilie, la voix tremblante. « C'est quoi, ça? Alex. Tu sais bien que je n'ai pas envie de me battre, commence-t-elle. Mais mon compagnon et moi, on s'est posé des questions. Les journaux, tout ça, est-ce que c'est vraiment bon pour Jules de rester avec toi, dans cette situation? Je fais tout pour qu'il aille bien, ici. Je n'en doute pas. Mais tu es en reconstruction. Et moi,
j'ai un cadre stable à lui offrir. Il sent la colère monter, mélangée à la panique. Tu n'en voulais pas. De la garde. Il y a quelques mois. Les choses changent, Alex. La discussion tourne vite au vinaigre. Quand il raccroche, il tremble. Jules est dans sa chambre, en train de jouer, inconscient de la bataille qui commence au-dessus de sa tête. Alexandre se regarde dans le miroir du couloir. Il voit un homme fatigué, aux cernes marquées, qui ne sait plus très bien qui il est. Il pense à Nadia, à son regard de reproche. Une phrase qu'elle a dite lui revient. « Tu as le pouvoir de tout changer d'un coup de fil. » Il se rend compte que c'est vrai. Il prend son téléphone, fait un autre appel, celui qu'il a évité depuis des semaines, à son ancien associé, celui qui a repris la direction opérationnelle de l'entreprise après sa démission. « J'ai besoin de revenir », dit-il sans détour. « Revenir ? Tu es sûr ? Pas forcément en tant que PDG, mais comme président du conseil, consultant, ce que tu veux. J'ai besoin d'un poste officiel, d'un revenu stable, d'une image plus respectable pour les journalistes, pour la justice et pour mon fils. Tu crois que c'est une bonne idée, stratégique ? Je m'en fiche. Pour une fois, un silence. On peut en parler, répond son ancien associé. Mais tu sais que tu ne pourras pas faire ça à moitié. Je sais. Ce jour-là, Alexandre a l'impression de signer une sorte de pacte faustien avec lui-même. Pour garder Jules, il est prêt à retourner dans l'arène qu'il fuyait. Et, pense-t-il tristement, il faudra sans doute s'éloigner de Nadia. Ôter à sa vie cette complicité naissante qui, à présent, ressemble dangereusement à un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Il commence à prétexter des réunions pour ne plus venir à l'aide aux devoirs. « Je suis désolé, » dit-il à Jules. « J'ai du travail. » Le regard de son fils se remplit d'une déception familière. Comme avant à Paris ? Non, ce n'est pas pareil. Mais en vérité, ça y ressemble terriblement. Nadia, de son côté, voit bien ce qui se passe. Elle garde ses distances, blessée. Un soir, Inès revient de l'école avec une note. « Maman, tu sais, le prof de Jules, il a dit qu'il allait être partir au Canada. » Nadia sent une douleur étrange dans la poitrine. Elle n'avait pas pensé que l'exil d'Alexandre pourrait se terminer. Elle s'était habituée à sa présence comme on s'habitue au bruit des vagues. La tempête, décidément, emporte tout sur son passage. C'est un incident pourtant qui va tout faire basculer. Un jeudi soir, alors que Nadia termine son service à l'EHPAD, elle reçoit un appel du collège de quartier où Inès vient de faire sa rentrée. La voix du CPE est grave. « Madame Benali, votre fille est impliquée dans un incident. Il faudrait venir. » Le cœur de Nadia s'emballe. Elle va bien ? Physiquement, oui. Mais elle a été prise dans une bagarre à la sortie. Quand elle arrive au collège, elle découvre Inès dans un bureau, les yeux gonflés, un bleu sur le bras. Qu'est-ce qui s'est passé ? Inès hésite, puis craque. Il se moquait de moi, maman. Il disait que j'étais la fille de la mère courage de la honte des PDG. Ils ont montré l'article. Il disait que tu faisais semblant d'être gentille pour avoir de l'argent. Nadia sent la colère et la douleur monter. Et, tu t'es battue ? Ils ont pris ma trousse. Je voulais la récupérer. Elle prend sa fille dans ses bras. En sortant du collège, la nuit est tombée. La pluie fine colle aux cheveux d'Inès. Nadia pense à Alexandre. Une part d'elle veut lui dire « Regarde ce que ton monde fait au nôtre. Même quand tu veux bien faire, ça déraille. » Une autre part sait qu'il n'a pas cherché ça. Elle hésite, finalement compose son numéro. « Nadia, il faut qu'on parle, » dit-elle simplement. Ils se donnent rendez-vous sur la plage, là où tout a commencé. Le ciel est noir, la mer gronde. Alexandre arrive, tendu. « Jules est chez ta tante, » rassure Nadia. « Je ne veux pas qu'il entende ça. » Elle raconte l'incident, les insultes,
La bagarre. Je suis désolé, dit-il encore. Ce n'est pas toi qui as écrit l'article, répond-elle, mais tu es le visage que ces gens utilisent pour parler d'un monde qui les écrase. Elle se tait un moment, regarde les vagues. Je ne sais pas si j'ai la force de me battre contre tout ça, et en plus de t'aider à te reconstruire. Les mots sont durs, mais honnêtes. Alors quoi? Demande-t-il, la gorge serrée. Alors je crois qu'on doit prendre nos distances. La phrase tombe comme un coup près. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Elle le regarde, les yeux brillants de larmes qu'elle retient. Je t'aime bien, Alex. Peut être même un peu plus que bien. Mais je dois d'abord protéger mes enfants. Et en ce moment, ta vie est un ouragan. Il sent quelque chose en lui se fissurer encore. Je comprends, dit-il. Il lui semble qu'il perd tout en même temps. Son refuge à Plevnek, la complicité avec Nadia, la confiance de son fils, et bientôt peu, être Jules lui-même. La tempête, décidément, ne laisse que des débris derrière elle. Les semaines qui suivent ont un goût de brouillard. Alexandre multiplie les allers-retours à Paris. Son ancien associé l'a convaincu d'accepter un poste de président non exécutif du conseil. Tu auras un titre, un bureau, un salaire. Lui hâté, il dit. Mais c'est moi qui gère le quotidien. Ça me va, avait répondu Alexandre. Il signe des papiers, assiste à des réunions, parle de stratégie de redressement et de plan de responsabilité sociale. Paradoxalement, plus il parle de responsabilité sociale dans ces salles de réunion, plus il se sent loin de la réalité. À Plevnek, il termine ses journées vidées. Jules le regarde avec un mélange d'admiration et de peur. « Tu vas partir au Canada » demande-t-il un soir. « On ne sait pas encore » répond Alexandre. « Moi, je veux rester ici. » Sa voix est ferme. Pourquoi? Parce qu'il y a l'association, et Inès, et Youssef, et la mère, et toi, quand tu n'es pas à Paris. Le cœur d'Alexandre se contracte. « Moi aussi je veux rester ici », dit-il doucement. Une nuit, dans sa petite maison, il ne parvient pas à dormir. Il se lève, va dans la cuisine, ouvre son ordinateur. Au lieu de lire des documents financiers, il tape « Comment prouver la stabilité pour la garde d'un enfant » dans un moteur de recherche. Les réponses parlent d'ancrage, de réseau, de soutien local, de projet de vie. Il ferme les yeux. Son projet de vie, ces derniers mois, c'était justement Plevnek, l'association, Nadia, les enfants. S'éloigner d'eux, c'est se tirer une balle dans le pied. Il le sait, maintenant. Le lendemain, il prend une décision. Il va se battre, pas pour récupérer son ancien statut, pas pour sauver son image, pour Jules. Et, s'il ose se l'avouer, pour cette vie qu'il commençait à aimer. Il prend rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le droit de la famille à Quimper. La stabilité, dit l'avocat, ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi les attaches locales, la cohérence de la vie quotidienne. Si votre fils est scolarisé ici, s'il a ses repères, ça compte. Et mon passé médiatique, ça peut jouer contre vous, mais vous avez aussi des arguments. Vous n'avez pas été condamné, vous avez pris vos responsabilités, vous êtes en train de reconstruire quelque chose de plus équilibré. Et le fait que je sois proche d'une femme du quartier, l'avocat le regarde avec un sourire en coin. Vous avez une compagne? Je ne sais pas, répond Alexandre honnêtement. Ce qui compte, c'est que votre entourage soit stable. Si cette femme est une présence positive pour votre fils, ce sera un point en votre faveur. Alexandre sort de ce rendez-vous avec la sensation étrange que tout est lié. Son rôle de père, sa relation avec Nadia, son exil, son entreprise, l'association, il ne peut pas compartimenter. S'il veut avancer, il doit assumer l'ensemble. Le soir même, il se rend au local de l'association. Il n'y a pas mis les pieds depuis des semaines.
Les enfants l'accueillent avec des cris. « Alex !» Jules se redresse, fier de voir son père là. Nadia, elle, est près de la machine à café, en train de discuter avec une autre bénévole. Quand elle le voit, elle se fige. « Salut !» dit-il, hésitant. « Salut !» répond-elle, sur la défensive. Il respire profondément. « Je sais que tu m'as dit qu'on devait prendre nos distances, mais il y a des choses que je dois te dire. » Elle croise les bras. « Je t'écoute. » J'ai reçu une demande de révision de garde de la part d'Émilie. Elle se raidit. Elle veut prendre Jules? Elle veut qu'on discute d'un transfert de résidence. Elle pense pouvoir lui offrir plus de stabilité. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il reste ici. Les mots sortent avec une conviction nouvelle. Je veux qu'il continue l'école ici, l'association ici, la plage, les mouettes, les crêpes du mardi, les matchs de foot sur le terrain derrière la mairie. Je veux qu'il garde Inès et Youssef dans sa vie. Le regard de Nadia se trouble. Et pour ça, continue Théil, j'ai besoin de construire quelque chose de solide ici. Pas seulement un pied à terre, une vraie vie. Elle le fixe, sans parler. Je ne te demande pas de venir me sauver, Nadia. Tu as déjà assez porté de choses sur tes épaules. Je te demande juste si tu acceptes que je me batte pour être autre chose qu'un PDG en exil. Pour être un père, et être, il hésite, un homme sur lequel on peut compter. Pour toi aussi. Elle reste silencieuse un long moment. On entend les enfants derrière, qui se disputent pour une gomme, la machine à café qui cliquette. Tu te rends compte de ce que tu demandes? Finit-elle par dire. Oui, tu me demandes de te faire confiance, alors que tout ce que tu es, ton ancien travail, ton argent, ton nom dans les journaux, me rappelle ce qui écrase des gens comme moi. Je te demande de me juger sur ce que je fais, ici, maintenant, pas sur ce que j'ai été là-bas. Et si, un jour, tu décides que Plevnek, c'est trop petit pour toi, que tu veux reprendre la tour de verre, je ne peux rien te promettre pour dans 10 ans, mais je peux te promettre que je ne prendrai plus jamais de décision qui nous concerne, Jules et moi, sans penser d'abord à lui. Et à nous? La question sort plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Il sourit doucement. Et à vous? Nadia soupire, passe une main sur son front. Tu sais pourquoi on m'appelle Mère Courage dans cet article? Demande-t-elle. Parce que tu tiens debout quand tout voudrait te faire tomber. Non. C'est parce que les gens aiment bien mettre des étiquettes héroïques sur les femmes qui font juste ce qu'elles peuvent. Mais moi, je suis fatigué d'être un symbole. J'ai envie d'être juste Nadia, une femme qui a peur, qui se trompe, qui a besoin d'aide parfois. Elle relève les yeux. Être que toi aussi, tu es fatigué d'être un symbole. Le PDG en exil. Plus que fatigué, répond-il. Un petit sourire se dessine au coin de ses lèvres. Tu sais ce que j'ai appris, avec les années. Quoi? Qu'on ne se reconstruit pas tout seul. On a besoin des autres. Elle inspire profondément. Je ne sais pas si je suis prête à te pardonner tout ce que tu représentes. Mais je vois ce que tu es avec les enfants. Je vois comment Jules te regarde. Je vois comment tu as changé depuis ton arrivée. Elle fait un pas vers lui. Alors, on peut essayer. Pas à ta façon, avec des grands plans et des tableaux Excel. À la mienne. Petit à petit, avec des compromis, des disputes, des discussions. Un poids se soulève dans la poitrine d'Alexandre. D'accord, dit-il simplement. À partir de ce moment-là, leur histoire ne devient pas magique du jour au lendemain. Ils continuent de se chamailler sur des sujets très concrets. Tu ne peux pas acheter des baskets à Jules tous les mois. Alex, tu vas l'habituer. Et toi, tu ne peux pas refuser qu'on change la fenêtre de l'association sous prétexte qu'on a toujours fait avec le froid. Ils apprennent à parler d'argent, de temps, de fatigue. Alexandre assiste à l'audience concernant la garde de Jules, à Quimper. Émilie est là, élégante, un peu crispée. Le juge écoute chacun, les avocats plaident.
À un moment, le magistrat pose une question à Jules, en privé, dans une petite salle, avec une psychologue. « Où est-ce que tu te sens bien, toi ?» Plus tard, l'avocat d'Alexandre lui rapporte la réponse de l'enfant. Il a dit « Je me sens bien là où je peux être avec papa, la mère, et Nadia et ses enfants. » Quelques semaines après, le verdict tombe. La résidence de Jules est maintenue chez Alexandre, avec des vacances allongées chez sa mère, à Montréal. Quand Alexandre lit la décision, il s'assoit sur le banc face au port et laisse les larmes couler, enfin, sans retenue. Nadia le rejoint, s'assoit à côté de lui. Alors, il lui tend le papier. Elle lit, un sourire naissant au fur et à mesure. « Tu as gagné. »« On a gagné, corrige-t-il. » Elle lui prend la main. Tu vois, parfois, la justice reconnaît que la stabilité, ce n'est pas juste un beau compte en banque. Les mois suivants, Alexandre prend au sérieux son rôle de président engagé. Il propose des changements concrets dans la politique de sous-traitance de son entreprise, met en place un comité où siègent des représentants d'associations, y compris, un jour, Nadia elle-même. « Tu es sûr ?» lui demande-t-il avant de l'inviter. « Si je peux aider à faire en sorte que les femmes de ménage des entrepôts soient un peu moins invisibles, je viens, » répond-elle. Le jour où elle se retrouve, elle, simple aide-soignante et femme de ménage, autour d'une table avec des cadres en costume, elle tremble un peu en prenant la parole. Puis elle pense à Inès, à Youssef, à toutes les autres mères. « Vos décisions, dit-elle calmement, c'est nous qui les vivons dans nos corps. » Personne n'ose lui couper la parole. Alexandre la regarde avec admiration. À Plevnec, la vie continue. Les enfants grandissent. Inès entre au lycée, Jules au collège, Youssef apprend à lire. On voit souvent, sur le chemin de l'école, une petite bande, 2 adultes marchant côte à côte, parfois en désaccord, souvent en rire, et 3 enfants qui se plaignent du vent, des devoirs, ou qui comparent leurs notes. Certains continueront longtemps d'appeler Nadia la mère courage. Elle préfère se dire qu'elle est juste une femme qui, un jour, a croisé par hasard un PDG en exil sur un banc d'école et qui a choisi de lui donner et de se donner à elle-même une seconde chance. Et Alexandre, il n'aime toujours pas les articles dans les journaux. Mais il a appris à aimer la petite maison de la ruelle, le bruit des mouettes, l'odeur du café dans le local de l'association, la main de Nadia dans la sienne lorsqu'il traverse la place. Il sait qu'il ne sera jamais un homme simple, son passé ne s'effacera pas. Mais il sait aussi que, désormais, quand on prononce son nom à Plevnec, on ne parle plus seulement du PDG déchu. On parle du père de Jules, du compagnon de Nadia, et de cet homme qui, après avoir tout perdu, a découvert que la vraie force ne se mesure pas en millions d'euros levés, mais en paires de bottes posées côte à côte devant une porte, un soir où il pleut, dans une ville où, enfin, il se sent chez lui.